Bonjour et bienvenue aux Instituts 24 sur 24 du Centre Franco. Pour votre information, les Instituts 24 sur 24 sont disponibles en tout temps sur le site du Centre Franco. Dans le cadre de cet atelier, vous pouvez décider à tout moment de placer la présentation sur pause et d'y revenir un petit peu plus tard. Il est aussi possible pour vous de consulter uniquement les sections de l'atelier qui vous intéressent le plus. Mon nom est Daniel Cyr et j'aurai l'honneur aujourd'hui de vous présenter cet atelier portant sur l'évaluation dans le contexte de nos cours de sciences. Lorsqu'on parle d'évaluation, souvent ce qui nous vient en tête, c'est la correction. Et on a tous et toutes ces souvenirs de ces longues heures à corriger copie après copie du même rapport de laboratoire. Ce que je vous propose aujourd'hui dans le cadre de cet atelier, c'est de revoir le processus d'évaluation en sciences et je vous présenterai aussi 5 stratégies afin de simplifier le processus et de gagner en efficacité. Alors voilà le menu pour cet atelier. Avant de débuter, j'aimerais prendre le temps de reconnaître le territoire sur lequel je me retrouve, et de remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, qui est connu comme l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, celles qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Je vous encourage aussi à vous informer par rapport au territoire que vous occupez et de consulter les différentes ressources qui sont disponibles à ce sujet. Donc, je me présente. Mon nom est Daniel Cyr. Alors, je suis enseignant de sciences au secondaire depuis maintenant plus de 20 ans. J'enseigne majoritairement les cours de sciences 9e année ainsi que les cours de chimie 11e, 12e année. Malgré le fait que mon expérience est au secondaire, vous allez remarquer que les stratégies que je vous propose aujourd'hui s'appliquent à tous les niveaux, que ce soit du primaire jusqu'au secondaire. En termes d'évaluation, il est important de se rappeler quel est l'objectif de l'évaluation. Donc, l'évaluation, ça va bien au-delà de simplement indiquer un niveau de rendement sur un bulletin scolaire, par exemple, à la fin d'une étape ou à la fin de l'année scolaire. À la base, l'évaluation se veut un moyen de permettre à l'élève d'améliorer son rendement, donc, et de permettre à l'élève d'atteindre les attentes du cours. Alors ça, c'est la base de l'évaluation. On veut que l'élève s'améliore. À cet effet, j'aimerais faire un lien avec le domaine sportif. Alors, si on pense par exemple à un athlète sportif de haut niveau, bien, notre athlète, il a évidemment un entraîneur. Alors, qu'est-ce que l'entraîneur, il fait? Bien, l'entraîneur, il est continuellement en train d'évaluer cet athlète. Donc, avant une séance d'entraînement ou au début d'une saison, il va peut-être, avec son athlète, placer des objectifs. Avant une séance d'entraînement, il va peut-être, par exemple, regarder l'athlète pour voir où il est rendu en termes de son cheminement et sur quels sont les aspects sur lesquels il doit travailler. Donc, l'entraîneur est en train de faire de l'évaluation au service de l'apprentissage. Lors d'une séance d'entraînement, ben, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va donner de la rétroaction à cet athlète. Donc, il va lui donner des correctifs. Alors, peut-être place-toi d'une certaine façon, fais ce mouvement-là de cette façon-là au lieu d'une autre façon. Donc, il va être continuellement en train de lui donner de la rétroaction de façon à ce que l'athlète s'améliore. On parle à ce moment-là de l'évaluation en tant qu'apprentissage. Et ultimement, l'athlète, lorsqu'il arrive à une compétition, bien, il va avoir un juge. Et là, il va présenter, par exemple, en gymnastique, il va présenter sa routine au juge et le juge va le juger par rapport à l'exécution de ses mouvements. Donc, de l'évaluation de l'apprentissage. Nous, comme enseignants et enseignantes, on a un peu ce double rôle. On est à la fois l'entraîneur et le juge. À l'avantage de nos élèves, contrairement à l'athlète où le juge ne connaît pas l'historique de l'athlète, il ne connaît pas tout ce que l'athlète a fait avant la compétition. Donc, si l'athlète, le jour de la compétition, performe moins bien pour une raison quelconque, bien, le juge n'a pas cet historique-là. Nous, comme enseignants et enseignantes, on connaît la progression de l'élève. Alors, si par exemple un élève
la journée de l'évaluation, ça ne fonctionne pas, on est capable d'aller voir un petit peu plus loin, fouiller un petit peu pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et on peut utiliser nos preuves d'apprentissage recueillies précédemment de façon à appliquer notre jugement professionnel. Donc, en lien avec cette analogie, allons voir plus en détail les différentes intentions de l'évaluation. Donc, la première intention de l'évaluation, c'est l'évaluation au service de l'apprentissage, ou ce qu'on appelle communément l'évaluation diagnostique. Donc, quand on pense à l'évaluation diagnostique, souvent on pense à ce petit test papier-crayon qu'on va donner aux élèves au début de l'année scolaire pour voir où ils en sont dans leurs connaissances. Mais je vous dirais que ça peut aller beaucoup au-delà de ça. Je vous dirais même que l'évaluation au service de l'apprentissage devrait être faite de façon beaucoup plus régulière, peut-être au début de chaque leçon, pour voir qu'est-ce que les élèves ont acquis des leçons précédentes, ou même en cours de leçon, pour voir où ils en sont. Et ça n'a pas besoin de toujours être compliqué, dans le sens que ça n'a pas besoin d'être toujours un petit test papier-crayon. Ça peut être, par exemple, un billet d'entrée. Ça peut être un petit problème à résoudre. Donc, par exemple, en chimie, souvent, au début d'une leçon, je vais donner un problème sur la leçon précédente pour voir qu'est-ce que les élèves ont acquis et pour voir comment ajuster ma leçon comme telle. Ça peut être simplement une petite discussion où les élèves vont verbaliser un peu euh, leurs connaissances. Ça peut être des signaux manuels, comme par exemple un pouce en haut ou un pouce en bas. Alors, je dirais que ces petites évaluations-là vont nous permettre d'ajuster notre enseignement en fonction des connaissances de nos élèves. Alors, à faire régulièrement. L'autre intention de l'évaluation, c'est l'évaluation en tant qu'apprentissage, ou ce qu'on appelle plus communément peut-être la rétroaction. Et cet aspect-là de l'évaluation est très important parce que ça permet à l'élève de voir quelles sont ses forces, donc quels sont les éléments qu'il maîtrise, quels sont les éléments sur lesquels il doit travailler et s'améliorer et comment s'améliorer. OK? Alors, encore une fois, quand on parle de l'évaluation en tant qu'apprentissage, on a peut-être en tête ce petit test papier-crayon, un test pratique qu'on va donner avant l'évaluation sommative. Mais je vous dirais qu'encore une fois, ça peut être fait de façon beaucoup plus régulière. Alors, ça peut être un billet de sortie pour voir qu'est-ce que les élèves ont acquis durant la leçon. Ça peut être un billet d'entrée aussi. On peut avoir, par exemple, la résolution d'un problème de façon spontanée en classe. Encore une fois, ça peut être des signaux manuels, donc le pouce en haut ou le pouce en bas, par exemple. Alors, ce sont tous des éléments qui nous permettent de voir comment l'élève progresse et surtout l'évaluation en tant qu'apprentissage, cette rétroaction va être très importante pour permettre à l'élève de pouvoir s'ajuster et de pouvoir améliorer ses connaissances et atteindre les attentes du cours. Ces deux principes, l'évaluation au service de l'apprentissage et l'évaluation en tant qu'apprentissage, ça nous permet de vérifier la compréhension de l'élève pour voir au niveau des prochaines étapes. Et là, quand on parle de l'évaluation au service et en tant qu'apprentissage, à tout moment, on a tous et toutes, à un moment dans notre carrière, il y a un de nos élèves qui nous a posé la fameuse question: ça compte-tu? Est-ce que ça compte? Je vous dirais que la réponse n'est pas simple. J'aimerais dire oui. Et effectivement, c'est important. OK? Et là, je vais faire l'analogie encore une fois avec mon athlète. Imaginez l'athlète qui ne prend pas au sérieux ses entraînements. Imaginez l'athlète qui n'applique pas la rétroaction qui est offerte par son entraîneur. L'athlète qui ne suit pas son plan de progression, par exemple. Cet athlète-là, s'il ne prend pas au sérieux ses entraînements, bien évidemment, lorsqu'il va arriver lors de la compétition, c'est très peu probable qu'il réussisse à un très haut niveau. Et je pense que pour nos élèves, c'est un peu la même chose. OK? Alors, s'ils ne prennent pas au sérieux ces intentions d'évaluation, quand viendra le temps de l'évaluation de l'apprentissage, des chances qu'ils ne vont pas réussir à leur plein potentiel. Alors, c'est important d'avoir cette conversation-là avec nos élèves pour leur expliquer que tous ces éléments-là
ce sont des preuves de leur progression. Et ces preuves de leur progression vont me permettre à la fin, à moi comme enseignant, de porter un jugement professionnel plus fiable, plus éclairé, qui est basé sur une multitude de preuves. Donc, important d'avoir cette conversation-là avec nos élèves pour leur faire signifier l'importance de prendre au sérieux tous ces éléments-là de l'évaluation. Et finalement, celui qu'on connaît le plus en termes d'intention d'évaluation, c'est probablement l'évaluation de l'apprentissage ou ce qu'on appelle communément l'évaluation sommative. Encore une fois, ici, je vous dirais, on a l'habitude peut-être d'un test papier-crayon qu'on va donner à nos élèves à la fin d'un module ou à la fin d'un chapitre. Mais je vous dirais ici, il est possible de varier un petit peu. Puis je vous dirais aussi, c'est peut-être une bonne idée d'aller donner des évaluations un petit peu plus courtes. Donc, dans un module, par exemple, des fois, on retrouve des concepts qui se regroupent bien ensemble. Alors, pourquoi pas regrouper ces concepts et donner une évaluation de l'apprentissage uniquement sur ces concepts? C'est un petit peu plus court. Donc, c'est moins de fardeau pour nous en termes de correction, un petit peu moins de fardeau en termes pour les élèves. De plus, nos élèves qui ont besoin un petit peu plus de temps pour compléter l'évaluation vont avoir du temps dans le contexte de nos cours. Pour ceux qui termineront tôt, ben, ils peuvent tout simplement progresser sur d'autres tâches comme telles. Alors, ce sont les grands principes de l'évaluation. L'évaluation au service de l'apprentissage, ou ce qu'on appelle nos diagnostics, en tant qu'apprentissage, nos formatifs. Ces deux-là permettent de vérifier la compréhension de nos élèves pour les prochaines étapes et finalement l'évaluation de l'apprentissage qui est l'étape finale, si on veut. Alors, je vous invite à consulter les ressources à ce moment disponibles dans Faire croître le succès, par exemple, pour en connaître davantage sur les différentes intentions de l'évaluation. Passons maintenant aux différentes stratégies. Alors, je vais vous proposer, dans le cadre de cet atelier, 5 stratégies pour simplifier le processus d'évaluation et gagner en efficacité. Donc, la première stratégie que j'aimerais vous proposer, c'est celle de varier les évaluations. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Quand on parle de varier les évaluations, on veut varier les types de production ou de preuves d'apprentissage que nous allons recueillir, mais aussi varier le nombre. Et des fois, il est préférable d'avoir davantage de plus petites preuves qu'une seule grande preuve. Donc, en termes de variation des types, alors quels sont les types d'évaluation qu'on peut utiliser? Donc, il y en a une panoplie. Il y en a qu'on connaît très bien. Alors, si je pense au premier type d'évaluation aussi, on a l'évaluation de type papier-crayon, donc le bon vieux test papier-crayon. Bien évidemment, cette évaluation-là a sa raison d'être. Comme j'ai dit tantôt, c'est peut-être préférable d'avoir davantage de plus petites évaluations plutôt qu'une grande évaluation à la fin d'un module. On a aussi nos laboratoires qu'on connaît très bien. À ce niveau des laboratoires, je vous dirais, on n'est pas obligé d'avoir pour chaque séance de laboratoire un rapport de laboratoire qui est associé. Donc, on peut scinder le laboratoire ou le rapport de laboratoire en différentes sections. Donc, pour une séance de laboratoire, peut-être qu'on va travailler uniquement l'hypothèse. Lors d'une prochaine séance de laboratoire, on va travailler la présentation des résultats. Une prochaine séance, l'analyse et ensuite la conclusion. Donc, on peut le faire par morceaux. Je ferai l'analogie ici avec peut-être les gens qui s'entraînent pour un marathon. Alors, les gens qui veulent courir un marathon, à chaque séance d'entraînement, ben, ils ne vont pas courir un marathon. Ce serait beaucoup trop dur physiquement sur eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir des séances d'entraînement où ils vont courir un 5, un 10, un 15 km, peut-être un 20 ou un 25 à l'occasion, mais ils ne courront à peu près jamais l'entièreté d'un marathon, sauf la journée comme telle du marathon. Alors, je vous dirais pour le rapport de laboratoire, ben, c'est un peu la même chose. Alors, on pourrait penser que dans un semestre ou dans une année, peut-être qu'on va faire 1 ou 2 rapports de laboratoire complets, mais que dans toutes les autres occasions, on va se concentrer sur certains aspects du rapport de laboratoire. L'autre, alors ceux-là, on les connaît très bien. L'autre type d'évaluation qu'on pourrait utiliser, que j'aime beaucoup, c'est l'infographie.
Alors, si vous ne connaissez pas l'infographie, c'est une affiche informative. Alors, habituellement, c'est fait avec des outils technologiques. Donc, il y en existe plusieurs qui sont disponibles gratuitement en ligne. Je vous invite toujours à vérifier auprès de votre conseil scolaire, à savoir quels sont les outils qui sont autorisés. Une infographie, si je pourrais faire un petit peu le lien, c'est un peu comme si on prenait une présentation électronique et qu'on prenait les diapositives de notre présentation électronique, donc nos diapositives électroniques, et on les plaçait toutes une après l'autre, si on veut, sur une même feuille, sur une même affiche. Donc, quand on passe à des diapositives électroniques, ben, habituellement, sur une diapositive électronique, euh, c'est plus imagé, donc il n'y a pas beaucoup de mots. Il y a peut-être des mots-clés. Il y a peut-être une phrase ou deux avec des mots-clés qui sont en plus en évidence. Et alors, c'est un peu la même chose pour l'infographie. Alors, c'est de résumer l'information de façon visuelle en mettant l'accent sur les éléments importants. Dans le contexte de l'avènement de l'intelligence artificielle, ben, l'utilisation de l'infographie devient intéressante parce que, bien évidemment, l'élève peut utiliser l'intelligence artificielle pour aller recueillir l'information, mais ensuite, lui devra faire cet effort euh, d'esprit critique pour aller sélectionner quels sont les éléments importants qu'il va vouloir intégrer dans son infographie. Alors, c'est un outil qui devient très intéressant. Dans le même cadre, la balado-diffusion que j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant à la balado-diffusion, c'est que c'est seulement, donc le côté auditif, donc il n'y a pas de support visuel. Alors encore une fois, on fait appel à l'esprit créatif et l'esprit critique de nos élèves parce qu'ils doivent développer, donc expliquer certains concepts de façon très, très claire seulement qu'en utilisant des mots. Alors, il n'y a pas de support visuel qui est disponible au niveau de la balado-diffusion. Ce qui est le fun aussi au niveau de la balado-diffusion, c'est que ça ne prend pas beaucoup d'outils technologiques. Donc, il suffit, par exemple, d'un bon micro, un téléphone intelligent, quelque chose pour enregistrer la voix, un lieu calme et le tour est joué. Alors, ça ne demande pas beaucoup de connaissances techniques. Encore une fois, la balado-diffusion fait appel à l'esprit critique des élèves afin de sélectionner l'information qui est importante, surtout si on les restreint dans le temps. Donc, évidemment, si on demande aux élèves de compléter une balado-diffusion, ben, on ne voudra pas avoir une balado-diffusion de 30 minutes, ça serait beaucoup trop long à écouter, mais on peut les restreindre en 5 minutes. Alors là, l'élève devra faire un choix de l'information pour consigner l'information en 5 minutes. De notre côté, comme enseignant et enseignante, ce qui est intéressant, c'est que la balado-diffusion, bien, on peut l'écouter un peu n'importe où. Elle est facilement transportable. On peut la transporter et l'écouter comme bon nous semble. Alors, ça nous permet d'offrir de la rétroaction, par exemple, beaucoup plus rapidement à nos élèves. Il y a toujours la vidéo qui peut être utilisée, donc dans différents contextes. La vidéo, c'est intéressant. Il faut savoir que la vidéo demande parfois un petit peu plus de connaissances techniques ou d'outils technologiques, mais on peut l'utiliser dans différents contextes. Donc, par exemple, si on pense à notre rapport de laboratoire, bien, pourquoi ne pas faire un rapport de laboratoire sous forme de vidéo, par exemple? Alors, des fois, lire le rapport de laboratoire, ça peut être long et fastidieux, mais écouter une petite vidéo de 3 minutes qui résume l'expérience de l'élève, ça peut être super intéressant. Et en plus, par exemple, lorsque l'élève réalise son laboratoire, bien, s'il a accès à un téléphone intelligent ou un ordinateur avec une caméra, bien, il peut filmer, par exemple, ses résultats ou il peut filmer le déroulement de l'expérience. Alors, ça devient un outil qui est très, très, très intéressant. Et le dernier ici que j'ai récemment découvert, c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas le terme francophone, mais en anglais, on l'appelle le one-pager. OK? Alors, ce que c'est un one-pager, dans le fond, c'est un peu comme l'infographie, mais encore plus résumé sur une seule page. Et ce qui est intéressant du one-pager, c'est que on peut le faire, on n'a pas besoin d'outils technologiques. Alors, ça peut être fait à la main comme tel. Donc, sur une seule page, l'élève va aller résumer un concept particulier. Ça peut être intimidant lorsqu'on commence à faire un one-pager, surtout les élèves qui ne savent pas trop quoi mettre sur leur page. Donc, on peut aussi offrir un gabarit aux élèves et là, les élèves vont aller compléter ce gabarit comme tel. Je vais vous donner un exemple du one-pager, si vous permettez.
Alors, voici un exemple pour le one-pager comme tel. Alors, c'est pour un rapport de laboratoire. Alors, dans ce contexte, on a une page et l'élève va résumer son rapport de laboratoire, dans le fond, sur une seule page. Donc, ils vont indiquer la question, son hypothèse, la réponse, donc l'affirmation, ses preuves de sa réponse, de son affirmation, donc les tableaux, les graphiques, et finalement son raisonnement, donc l'analyse de ses résultats. Alors, tout ça, ça se fait sur une seule page et l'élève, quand ils ont complété, ils me remettent la page comme telle. Ça peut être fait en classe, ça peut être fait rapidement, tout de suite après le rapport de laboratoire. Donc, c'est une façon simple et il y a plusieurs modèles de one-pager que vous pouvez utiliser aussi. Alors voilà pour la première stratégie. Donc, la première stratégie, varier les types d'évaluation et varier aussi les nombres. Donc, c'est mieux d'en faire davantage, mais des plus courtes que des plus grandes. La deuxième stratégie que j'aimerais vous présenter, c'est de différencier nos évaluations. Alors, lorsqu'on parle de différenciation, souvent, on va avoir en tête les adaptations. Donc, les adaptations dont certains de nos élèves vont pouvoir bénéficier. On peut penser ici, par exemple, à offrir plus de temps, morceler la tâche. Certains élèves vont avoir besoin d'un lecteur pour pouvoir relire les questions ou d'un scripteur pour pouvoir écrire leurs réponses. Mais je vous dirais que différencier nos évaluations, ça va au-delà de ces adaptations. OK? Euh, nos évaluations, on veut qu'ils soient équitables et on veut qu'ils soient inclusives. Euh, on sait que certains de nos élèves vont mieux performer sur certains types d'évaluations et moins bien sur certains autres types d'évaluations. Par exemple, les évaluations papier-crayon pour des élèves un petit peu plus anxieux, ben, ça va causer des fois certaines difficultés. De plus, euh, on veut recueillir des preuves d'apprentissage et on veut que ces preuves reflètent le plus fidèlement possible le rendement de l'élève comme tel. Si on pense, si je veux faire le parallèle ici avec les sciences, bien, quand je fais une expérience en sciences, bien, je veux que mon expérience, je puisse la reproduire. C'est ce qui va me permettre de savoir que mon expérience, elle est valide ou elle est fidèle comme telle. Bien, c'est un peu la même chose pour nos élèves. Lorsque je les évalue, bien, je veux voir est-ce que je suis capable de reproduire, est-ce que l'élève est capable de résoudre un type de problème, par exemple, à plusieurs reprises. Donc, c'est ce qui me permet à la fin que mon jugement professionnel, ben, je peux dire qu'il est valide, il est fidèle. Mais là, ça nous amène à la question à savoir, bien, différencier nos évaluations, c'est bien, mais je veux m'assurer que le degré de difficulté d'une tâche est la même pour l'ensemble de mes élèves. Alors, comment je peux différencier? Bien, ici, je vous donnerai quelques pistes pour différencier. Donc, on en a déjà parlé où on pourrait varier les types de preuves. Alors, en variant ces types de preuves-là, bien, ça nous permet de différencier. Et on peut même aller jusqu'à offrir des choix à nos élèves. Donc, leur offrir des choix sur le format de l'évaluation comme tel. Alors, est-ce que ça pourrait être une vidéo, une balado, une infographie? Donc, ça va permettre à l'élève, par exemple, de choisir peut-être un format qui lui convient davantage. Le degré de difficulté reste le même, le sujet reste le même, l'attente demeure la même, donc on n'est pas en train de modifier les attentes, mais seulement peut-être au niveau du format comme tel. On peut faire la même chose aussi en termes de questions. Des fois, on peut offrir un choix de questions. Euh, mais je vous dirais, une des façons de faire, c'est d'offrir, par exemple, des choix de tâches à compléter. Pour en savoir davantage sur la différenciation, je vous inviterai à aller voir une belle ressource qui a été produite par le Centre Franco. Donc, ça s'appelle Évaluer, différencier, réussir. Je vous ai placé le lien ici. Je vous inviterai à la consulter et ça vous a donné beaucoup de ressources pour savoir comment différencier nos évaluations comme telles. La troisième stratégie que j'aimerais vous proposer, c'est d'offrir une rétroaction descriptive. Donc, quand on parle de rétroaction, on pense souvent à l'évaluation en tant qu'apprentissage. Cette rétroaction-là devient très importante pour nos élèves pour qu'ils puissent s'améliorer.
Donc, cette rétroaction-là, pour que nos élèves puissent s'améliorer, elle doit être très précise. Elle doit indiquer quelles sont les forces des élèves, alors quels sont les éléments qu'ils maîtrisent, quels sont les éléments qui sont en voie de maîtrise, alors qu'ils doivent améliorer ou modifier. Et dans le fond, ça donne aussi des prochaines étapes. Alors, euh, comment atteindre les attentes. Cette rétroaction-là aussi, elle doit être rapide ou ce que je veux dire presque immédiate. Et encore une fois, je vais faire le lien avec notre entraîneur dans le milieu sportif. Bien, imaginez l'athlète en gymnastique qui fait un mouvement et qui reçoit la rétroaction par rapport à son mouvement 2 semaines plus tard. Bien, évidemment, 2 semaines plus tard, il a oublié et c'est plus efficace. Alors, pour être plus efficace, on veut que cette rétroaction-là soit le plus rapide possible. Donc, à ce moment-là, il y a des petits trucs qu'on peut utiliser pour offrir cette rétroaction-là de façon rapide et efficace. Hein. Première chose, je vous dirais, dans nos grilles d'évaluation, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur les commentaires, davantage que sur les niveaux de rendement. OK? Parce que ce sont les commentaires qui vont permettre à l'élève de savoir bien, quels sont les éléments qu'il a à améliorer. Donc, même sur une grille, dépendamment de l'évaluation, on n'est pas obligé de toujours d'indiquer les niveaux de rendement, mais peut-être mettre davantage l'accent sur les commentaires comme tels. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être des commentaires qui sont super, super exhaustifs. On veut qu'ils soient précis pour permettre à l'élève de s'améliorer. À ce niveau, j'ai découvert récemment un type de grille un petit peu différente. En anglais, on va l'appeler ils appellent ça le single point rubric. Alors, je n'ai pas de terme francophone comme tel, mais en gros, ce que c'est qu'on a notre grille où on place nos attentes, on a nos critères d'évaluation un peu au centre. Et d'un côté, on va placer les éléments que l'élève a améliorés. Donc, les éléments que l'élève n'a pas encore atteints. Et d'un autre côté, les éléments où l'élève se distingue. Donc, ses forces. Alors, si l'élève a atteint le critère ou l'attente, bon, on n'indique rien. Mais d'un côté, on peut indiquer ici, par exemple, voici sur quoi tu devrais travailler ou comment t'améliorer. Et si un élément, l'élève se distingue, on va indiquer, par exemple, l'élément, un commentaire ici pour indiquer à l'élève comment il se distingue. Donc, l'élève, lorsqu'il reçoit sa grille, il a un portrait rapide, global de oh, sur quoi je dois travailler et sur quoi je me distingue. Et pour les autres, ben, je dis ben, ceux-là, je les ai déjà atteints comme tels. Alors ça peut devenir intéressant. En termes de grilles aussi, ben, on n'est pas toujours obligé d'utiliser des grilles complexes, un peu comme ça ici. On peut tout simplement utiliser aussi des petits émoticôns, par exemple, les petits bonhommes sourires, par exemple. Alors, on peut utiliser un bonhomme sourire, un bonhomme neutre et un petit bonhomme baboune. Alors, ça nous donne déjà un indice par rapport aux différents critères. Alors, où l'élève se situe. On peut utiliser des pouces en haut, pouces moyens et pouces en bas aussi. Alors, ça peut être des petits éléments graphiques qui vont aider l'élève à savoir bien, sur quels éléments il doit travailler et quels sont les éléments pour lesquels il se distingue. Alors, cette rétroaction-là, elle est importante. Il ne faut pas se compliquer la vie. L'important, c'est de dire, bien, je dois offrir cette rétroaction-là rapidement à mes élèves et je dois être capable de leur dire exactement quels sont les éléments sur lesquels ils doivent travailler. La quatrième stratégie que j'aimerais vous proposer, c'est celle de détailler cette documentation-là. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt quand on parlait de l'évaluation au service de l'apprentissage, en tant qu'apprentissage et de l'apprentissage. Donc, notre évaluation au service et en tant qu'apprentissage, ce sont des preuves de l'apprentissage, ce sont des preuves du cheminement de l'élève et ils sont importantes, ces preuves-là. OK? Autant que les preuves pour l'évaluation de l'apprentissage. Donc, en termes de notre triangulation. OK? Alors, lorsqu'on parle de la triangulation, bien, on connaît très bien les productions, on en a parlé, donc nos tests papier-crayon, on peut penser aux rapports de laboratoire, aux infographies, etc. Mais nos évaluations un peu plus quotidiennes, donc qu'on parle de nos conversations, de nos observations, ce sont des preuves d'apprentissage qui sont aussi très, très importantes pour pouvoir porter un jugement professionnel valide à la fin du processus d'évaluation. Donc, je vous dirais, dans notre registre de notes, donc dans notre registre de notes, on a l'habitude de noter
par exemple, les différents niveaux de rendement pour les différentes attentes. Je vous dirais que ce serait important aussi de noter nos observations et nos conversations. Et je suis conscient que ce n'est pas simple dans le feu de l'action de toujours noter ces choses-là, mais peut-être prendre l'habitude de le faire ou se faire des notes pour dire, ben aujourd'hui, tel élève, je vais aller avoir des conversations ou lorsqu'il y a quelque chose qui me marque comme tel, ben, je vais prendre le temps de le noter. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir des commentaires qui sont super exhaustifs. Ça peut être des commentaires très simples, ça peut être un seul mot. On peut se développer aussi une espèce de code personnel pour pouvoir avoir de l'information par rapport à la progression de nos élèves comme tels. Mais en plus des niveaux de rendement, je vous dirais que les observations, les conversations vont nous aider à avoir un portrait très fiable du cheminement de l'élève et du rendement de l'élève et va venir appuyer notre jugement professionnel à la fin quand vient le temps de euh, compléter les bulletins, par exemple. OK? Alors, prendre le temps d'indiquer ces commentaires ici, encore une fois, je vous dirais peut-être développer euh, des trucs, des petits codes personnels, des symboles, peu importe. On ne veut pas que ça soit compliqué, mais c'est important de le faire. D'ailleurs, et j'arrive à ma cinquième et dernière stratégie, pourquoi pas en profiter pour impliquer les élèves? Alors, des fois, on se place sur nous ce fardeau d'aller recueillir les preuves d'apprentissage, alors que les élèves pourraient aussi bien nous appuyer à ce niveau-là. Donc, on peut penser, par exemple, à un système de portfolio où l'élève va consigner ses preuves d'apprentissage dans un portfolio. Mais il peut y avoir toutes sortes d'autres stratégies qu'on pourrait utiliser. Les billets de sortie pourraient être une stratégie aussi. Récemment, j'ai vu une autre stratégie que j'ai trouvée très intéressante, je l'ai vue en ligne, où la, la- l'enseignante avait des petits bâtonnets où l'élève exigeait un autoportrait, dans le fond. Alors, lorsque l'élève avait un travail qu'il jugeait qui était très intéressant et qu'il voulait garder, ben, il levait le petit bâton pour qu'il puisse prendre un autoportrait avec son travail et le partager à son enseignante à ce moment-là. Donc, il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées et pour impliquer les élèves, alors que ce soit eux qui nous fournissent ces preuves de leur apprentissage. Par exemple, en termes de portfolio, souvent, lorsqu'on pense au portfolio, on se dit: «Oh, c'est compliqué un portfolio», mais ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Donc, il y a différents outils qui sont disponibles en ligne, mais on pourrait tout simplement utiliser des diapositives électroniques, par exemple. OK? Alors, je vous donne l'exemple ici de ce que j'utilise pour mon cours de chimie 11e année. Alors, pour les différentes attentes, par exemple, ici, c'est dans le domaine des lois des gaz. Euh, donc, évidemment, en chimie, mais les élèves ont beaucoup de problèmes à résoudre. Je ne peux pas, moi, physiquement, aller voir tous mes élèves puis voir où ils en sont, etc. Alors, c'est à eux de me démontrer ce qu'ils ont complété comme problème. Alors, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre une photo, ils vont réécrire le problème, ils vont résoudre le problème sur une feuille, ils vont prendre une photo, ils vont insérer cette photo-là dans leur portfolio et ils vont me partager leur portfolio comme tel. Alors, moi, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet, par exemple, avant une évaluation sommative, une évaluation de l'apprentissage, ben, je peux aller voir au niveau du portfolio, puis je peux voir qu'est-ce qui a été fait en préparation pour cette évaluation-là. OK? On peut aussi intégrer au portfolio, par exemple, un facteur d'autorégulation. Donc, par exemple, ici, je demande à mes élèves de noter eux-mêmes leur niveau, par exemple, de compréhension. Alors, est-ce qu'ils jugent qu'ils ont une compréhension élevée, moyenne et faible? Et ça leur permet aussi à eux-mêmes d'aller porter un jugement et dire, bien, sur quels éléments je dois me concentrer davantage quand vient le temps de me préparer pour l'évaluation de l'apprentissage comme tel. Alors ça, c'est un autre outil qui pourrait être utilisé. Donc, si je résume comme tel, alors pour simplifier le processus d'évaluation et pour gagner en efficacité, alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de varier vos évaluations. Donc, d'avoir différents formats d'évaluation, peut-être aussi varier le nombre, donc d'avoir des évaluations plus courtes
pour en avoir davantage, ce qui vous donne davantage de preuves. La deuxième stratégie, c'est de différencier nos évaluations. À ce moment, pour différencier, une des stratégies qu'on peut faire, c'est d'offrir des choix à nos élèves, donc ce qui vont leur permettre de choisir, par exemple, le format. En termes de différenciation, on garde le même niveau de difficulté, ça touche les mêmes attentes, mais en offrant ce choix-là, des fois, ça permet à certains élèves de mieux performer, donc d'aller chercher leur force. Important d'offrir une rétroaction qui est descriptive pour permettre aux élèves de s'améliorer. En termes de rétroaction, on n'a pas besoin de faire ça compliqué non plus. OK? Alors, ça peut être immédiat sur le coup. On peut utiliser différents types de grilles, par exemple. On peut utiliser des symboles, donc différentes stratégies qui pourraient être utilisées ici. L'importance de détailler notre documentation, donc de détailler les preuves. Donc, on veut, dans notre registre de notes, pas seulement noter les évaluations de l'apprentissage, mais nos observations, nos conversations qui font partie de l'évaluation au service et en tant qu'apprentissage, on veut les noter d'une façon ou d'une autre dans nos registres de notes. Encore une fois, pas besoin d'être compliqué, on peut faire des choses où nous, on va comprendre des symboles, des codes, etc. Et finalement, ben, impliquer les élèves dans ce processus alors qu'eux-mêmes nous fournissent des preuves d'apprentissage pour qui vont venir nourrir notre jugement professionnel quand vient le temps de compléter les évaluations et compléter les bulletins à la fin de l'année scolaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir davantage, je vous laisse mes coordonnées. Alors, je vous invite à communiquer avec moi, soit par courriel ou selon les différents médias sociaux. Vous pourrez retrouver aussi en termes dans la présentation des ressources. Alors, je vous invite à consulter ces différentes ressources qui vont pouvoir venir vous appuyer dans vos efforts d'évaluation. Je vous invite aussi finalement à consulter les autres formations qui sont disponibles sur le site du Centre Franco. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous dis à la prochaine fois.